la clinique Barcelona IVF et puis l'association CHIO. Ravie de pouvoir vous accueillir ce soir pour ce webinaire donc sur le thème de la PMA après 40 ans et comment l'aborder plus sereinement. Donc, dans ce webinaire, il y aura une partie plutôt médicale et puis une partie plutôt émotionnelle. Donc, le docteur Colodron de la clinique Barcelona IVF commencera par se présenter une présentation de 20 minutes sur la prise en charge médicale après 40 ans. Et ensuite, Stéphanie Tout le monde, qui est la cofondatrice de l'association CHIO et qui est également coach de fertilité, vous parlera de comment aborder plus sereinement le traitement de PMA après 40 ans. D'accord. Et on terminera ce webinaire par une session de 20 minutes environ de questions-réponses. Voilà, donc vous pourrez poser toutes vos questions au Dr Colodron ou à Stéphanie selon le thème. Je vais laisser peut-être tout d'abord le Dr Colodron se présenter un peu plus. Oui, alors bonsoir. Je suis le docteur Colodron, je suis gynécologue obstétricien, mais je me dédie à la PMA depuis 17 ans. Et alors aujourd'hui, on parlera d'un sujet qui est très, très important pour nous parce que la plupart de nos patients aujourd'hui, ils sont plus de 40 ans. Et alors, on verra les différentes options qu'on a. Il faut toujours individualiser selon la femme qu'on a devant nous. D'accord? Et qu'est-ce qu'on fait? On commence déjà. Ouais. Stéphanie, si tu veux peut-être présenter rapidement avant de commencer également. Oui. Alors, j'active le micro. Donc, moi, je suis Stéphanie Tout le monde. J'ai la grande chance d'être maman de deux, j'allais dire petites filles, mais non, elles ont 8 et 11 ans, donc elles sont presque grandes maintenant. Donc, de deux enfants qui sont nés par Vixi à Barcelone. J'habite depuis 14 ans à Barcelone. Et suite à cette expérience, j'ai fait une reconversion. Et donc, je suis devenue coach en fertilité. Je me suis formée et certifiée en coaching pour pouvoir faire un accompagnement émotionnel des personnes qui sont en processus de fertilité et surtout, évidemment, en processus de PMA. Et j'ai fondé avec Alessandra Marcomini, qui est italienne, l'association CHIOC, dont l'objectif est d'accompagner les femmes et les couples qui sont en PMA et notamment les femmes et les couples françaises qui viennent en PMA à Barcelone. Très bien, merci Stéphanie. Je vous propose qu'on commence avec donc, la présentation du docteur Colodron sur les traitements de PMA après 40 ans. D'accord, alors je commence à partager mon écran. Et alors, c'est ça, on parlera de la reproduction après 40 ans et quelles options on a. On fera une petite introduction sur l'âge, la fertilité, et on verra les différentes options. On parlera de la fécondation in vitro, on parlera des dons d'ovocytes, des dons d'embryons et même de vitrification d'ovocytes. Et alors, d'abord, pour commencer, on doit savoir, on doit être conscient de nos limitations. Et malheureusement, les humains, on est très peu efficaces du point de vue de la fertilité. Un couple sans problème de fertilité, femme, moins de 35 ans, avec ovulation, des cycles très réguliers, l'homme spermatozoïde, les spermogrammes normal, a entre 20 et 25% de probabilités par mois de tomber enceinte. Alors, si on se compare avec les autres animaux, on est très peu efficace. Mais bon, on compense un petit peu ça en ovulant tous les mois. Mais c'est ça, on doit être sûr que malgré les avances, les progrès qu'on peut se trouver aujourd'hui dans les labos de la procréation médicalement assistée, toujours on aura la limitation de l'efficacité de la fertilité humaine. Et bon, on sait depuis longtemps que la fertilité des femmes diminue beaucoup avec l'âge. On parle toujours à partir des 35 ans, mais c'est surtout
et on voit en PMA, c'est à partir des 38 ans quand la fertilité commence à chuter. Et à partir des 40 ans, bon, ça se complique un petit peu plus. Et quand on parle des âges limites, la question c'est que c'est compliqué de tomber enceinte, les probabilités de tomber enceinte sont faibles, mais par contre, les risques d'avoir une fausse couche est très élevé. Et vous voyez, si on parle par exemple des âges limites comme 45 ans, on a beaucoup plus de probabilités d'avoir une fausse couche et par contre une faible probabilité de tomber enceinte. Alors ça, c'est quelque chose de très important à prendre en compte quand on va décider les traitements à faire. Et bon, je vous montre cette étude très intéressante publiée à Human Reproduction en 2015 qui nous parle de à quel âge les femmes devraient commencer à chercher la grossesse pour avoir 90% des probabilités d'avoir un enfant ou 90% d'en avoir deux. Et alors, si notre objectif, c'est d'avoir un seul enfant, on peut dire que si on pense à tomber enceinte seulement de manière spontanée, sans l'aide de la procréation médicalement assistée, alors il faudra commencer à chercher la grossesse à l'âge de 32 ans. Ça, c'est l'âge moyen pour les premiers accouchements en Espagne. Alors, bon, si par contre, on accepte le fait de, si je ne tombe pas enceinte de manière spontanée, je ferai une FIV, alors on peut attendre jusqu'à l'âge de 35 ans. Si par contre, on veut avoir 2 enfants avec 90% de probabilité, hein, à quel âge on devrait commencer à chercher la grossesse? Pour parler des grossesses seulement spontanées, sans l'aide de la procréation médicalement assistée, à l'âge de 27 ans. Et si, par contre, on pense que peut-être sinon on fera recours à une FIV plus tard, on peut attendre jusqu'à l'âge de 31 ans. Mais quand même, on parle des âges, bon, ici en Espagne, on ne voit pas ça, ce n'est pas la réalité. Mais bon, les études sont comme ça et la fertilité humaine a ses limitations. Et alors, toujours quand on parle de fertilité, il y a 2 facteurs à prendre en compte. Il y a les facteurs qualité, la qualité de l'ovule, dont on parle beaucoup, qui normalement est lié à l'âge de la femme. Et un autre facteur différent, c'est la quantité, ce qu'on appelle la réserve ovarienne. La réserve ovarienne, c'est quelque chose qu'on peut mesurer. Hein. La qualité, on ne peut pas la mesurer. On présume la qualité ou la probabilité ou la fertilité d'une femme selon l'âge. Mais la quantité, oui, on peut la mesurer avec une prise de sang pour déterminer les taux d'AMH, hormones antimullériennes, et on peut faire une échographie pour faire ce qu'on appelle les comptages des follicules entrants, voir combien de follicules on a dans les ovaires. Et comme ça, on peut savoir si une femme a une bonne ou une basse réserve ovarienne. Mais bon, mais on doit savoir que les facteurs importants, c'est surtout l'âge. Et alors, pour comprendre ces concepts de quantité-qualité, je vais vous montrer cette étude. Hein. Bon, maintenant, c'est une graphique, mais je vais vous expliquer petit à petit. C'est une étude publiée en 2011 par Sunkara. Cette étude inclut 1 demi-million de traitements de FIV, ça va dire un demi-million de femmes hein, qui ont fait une FIV. Et alors, avec toutes les données, les femmes qui sont tombées enceintes, qui n'ont pas tombé enceintes, et tout ça, on a construit ces graphiques, d'accord? Et c'est une graphique pour calculer la probabilité d'accoucher un enfant, d'accord? C'est la probabilité 0, 2,5, 37, 40% de probabilité, selon l'âge de la femme. Et vous voyez que Sunkara, elle a groupé, hein, avec toutes les données, elle a groupé et les probabilités de tomber enceinte entre 18 et 34 ans selon
les nombres d'ovocytes récupérés les jours de la ponction folliculaire. D'accord? Alors, ici, on voit l'âge de la femme, la probabilité, les pourcentages d'accoucher un enfant et selon les nombres d'ovocytes récupérés. Mais ce qu'on voit déjà, c'est qu'on doit évaluer les cas selon l'âge de la femme. Vous voyez, une femme avec une très bonne réserve ovarienne, ça veut dire on est arrivé à obtenir 15 ovules avec une fécondation in vitro. Ça veut dire que la femme, elle avait une très bonne réserve ovarienne. D'accord? Alors, moins de 35 ans, avec 15 ovules, elle avait environ 40% des probabilités d'avoir un enfant. D'accord? Par contre, une femme de la même âge, mais avec une faible réponse ovarienne, où on a obtenu seulement 2 ovocytes, elle a 15% des probabilités. D'accord? Alors, on peut voir que dans les mêmes groupes d'âge, dans la même qualité, la quantité est importante. D'accord? Plus de quantité, plus de probabilité d'avoir un enfant. Mais regardez ça. Si on compare femmes de plus de 40 ans, même les meilleurs pronostics avec un taux d'AMH très, très élevé, on a obtenu 15 ovules. Mais avec 15 ovules d'une femme de 40 ans, on a 15% des probabilités d'accoucher un enfant. Par contre, si on parle d'une femme de moins de 35 ans, c'était double. D'accord? Même quantité, différentes qualités. Et une autre question encore, je vois encore très importante, on voit, avec 2 ovocytes d'une femme de moins de 35 ans, on a la même probabilité d'avoir un enfant né qu'avec 15 ovules d'une femme de plus de 40 ans. D'accord? Alors, je crois qu'avec cette graphique, on peut comprendre très bien la différence entre quantité et qualité. Et bon, mais aujourd'hui, la présentation, c'est pour parler de cette femme, hein, les femmes de plus de 40 ans. Et bon, on parlait en général des femmes de plus de 40 ans, mais c'est la même chose, 41 que 49 ans. Bon, je crois pas du tout. Hein. Et bon, ici, je vais vous montrer, hein, il y a beaucoup de numéros, mais bon, c'est seulement cette étude publiée en 2010 à Fertility and Sterility, qui inclut, c'est intéressant parce qu'elle inclut seulement des fécondations in vitro des femmes de plus de 40 ans. D'accord? On parle de plus de 2000 traitements de fécondation in vitro. Et ce qui est intéressant, c'est que les auteurs, ils séparent les résultats un par an. D'accord? 40, 41, 42, 43, 44 et plus de 45. Et alors, la première chose importante, c'est l'annulation, les taux d'annulation. Qu'est-ce que c'est les taux d'annulation? C'est la probabilité de ne pas avoir d'embryon, de ne pas avoir un transfert. Pourquoi? Parce que les ovaires ne répondent pas, parce que les jours de la ponction, les ovules qu'on obtient ne sont pas de bonne qualité, parce qu'ils ne fécondent pas. Et on voit qu'au fur et à mesure que l'âge progresse, on voit que les taux d'annulation, les risques de même ne pas avoir un embryon est très important. Hein. On voit qu'à 45, presque la moitié des femmes n'auront pas même la chance de tomber enceinte parce qu'on n'aura pas un embryon. On parle de 10%, 20%, 25%, 50%. Et une autre question dont on parlait avant, hein, les risques de fausses couches, miscarriage rate. Et on parle déjà à 40 ans de 39%, mais 44%, et voilà, on arrive jusqu'à 75% hein, des taux de fausses couches. C'est très important. On peut dire, bon, j'ai un test de grossesse positif, mais après, il faut voir si la grossesse évolue correctement. Et alors, ce qui est important, les taux d'enfants nés, d'accord, d'avoir les bébés à la maison. Et on voit qu'à 40 ans, ils parlent de 10%, après 41, 7, c'est pareil là. Mais voilà, à partir des 43 ans,
Vous voyez, à 44, c'est 0,7, 0,5. Vous savez, ici en Espagne, on n'a pas un limite par rapport à l'âge pour envisager une fécondation in vitro, mais par exemple, en France, vous voyez que la limite, c'est 43. Ce n'est pas une limite arbitraire. C'est parce qu'étant donné que la fille est remboursée, ils considèrent qu'il faut prendre en compte les risques, les pourcentages de réussite, les taux de réussite. Et ils pensent que jusqu'à 43, il vaut la peine. À partir de 43, il ne vaut pas la peine du tout parce que le taux de réussite est presque zéro. D'accord? Et encore, je vais, parce que les sauteurs antérieurs, ils parlaient jusqu'à 45 ans. Mais il y a des sauteurs qui ont beaucoup d'expérience à avoir des femmes de plus de 45 ans. Après, je vous montrerai notre donnée à la clinique à Barcelone-Hiver, parce qu'étant donné qu'on n'a pas une âge limite, on peut faire des fécondations in vitro jusqu'à l'âge de 50 ans, hein, mais toujours, on doit informer la femme les probabilités d'avoir un enfant. Mais bon, ces groupes de New York et des États-Unis ont beaucoup d'expérience chez des femmes de plus de 45 ans. Hein, et vous voyez, et ils séparent 45, 46, 47, 48, 49, année par année. D'accord? Et voilà, on parle de pas mal de patientes. Hein, ils sont plus de 600 patients de plus de 45 ans, presque 200 de 46. Il y a moins de 49. Hein, mais vous voyez que les taux la probabilité d'avoir un enfant à la maison, c'est de presque 3% à 45 ans. Mais après, ça chute, hein? C'est presque 0, 0,5, 0, 0, 0. À partir de 47, hein, c'est ça, chez les groupes avec les plus d'expérience dans le monde, ils ont 0% d'accouchement. Mais vous voyez, les taux des grossesses, ça veut dire qu'ils font les tests des grossesses. Oui, il y en a hein, des patients qui tombent enceintes, mais après, une autre histoire, c'est d'accoucher. Parce que probablement, regardez, ça c'est les risques de fausses couches. 80, 94 et 100% à 47 ans. Alors, vous voyez l'importance de ces risques de fausses couches. Et pourquoi? Pourquoi ça arrive? Quelle est l'importance de l'âge? C'est les problèmes de l'ovule ou c'est un problème de l'utérus? On sait que les problèmes, c'est les problèmes de l'ovule. Et quand l'âge de la femme augmente, d'accord, on parle ici d'à partir de surtout 38 ans, on a dit, ce qui augmente, c'est aussi les risques d'anéuploïdie, les risques d'avoir déformé des embryons qui sont trisomiques, par exemple, hein, qui n'ont pas les nombres corrects des chromosomes. Et ça nous donne une diminution de l'implantation, quand un embryon a beaucoup de trisomies, des anomalies chromosomiques, ou bien il y a un échec d'implantation, ou bien il y a une fausse couche quelques semaines après. D'accord? Et on voit ça. Hein? Vous voyez, à partir certains âges, les taux d'implantation diminuent beaucoup. Pourquoi? Parce que les taux d'anéuploïdie augmentent. Et ça, on peut les vérifier et on peut confirmer cette hypothèse avec les DPI. Vous savez, les diagnostics préimplantatoires. Ici en Espagne, en France, ce n'est pas permis. Ici en Espagne, on peut faire une fécondation in vitro, mais avant de transférer, d'implanter les embryons dans l'utérus, on peut les analyser pour voir si les chromosomes sont bien, d'accord? Et alors, je vous présente cette étude qui inclut presque 7000 embryons, d'accord, qui ont été diagnostiqués, ont été biopsiés et analysés. Et vous voyez, même quand on parle egg donor, c'est les dons d'ovocytes, hein, par différentes raisons, dans certaines situations, on fait aussi un DPI. Et même quand on parle d'un don d'ovocytes, oui, il y a 61% d'embryons qui sont bons, hein, mais il y a quand même 39% qui ne sont pas bons. Quand on parle par contre d'une femme de moins de 35 ans,
quelle est la différence entre une femme de moins de 35 ans et, une donneuse? Bon, les femmes de moins de 35 ans ont la même âge que la donneuse, mais cette femme-là, ici, elle a un problème d'infertilité. D'accord? Les donneuses, pas du tout. Mais on voit que presque la moitié d'embryons, et bon, on peut voir, sont normaux ou anormaux aussi. Hein? Mais à partir, par exemple, à 41 ans, 42, seulement 17% d'embryons. Si on a 5 embryons, peut-être il y aura un qui sera bon. Les autres sont anormaux. Et ça, on les voit. Et à partir des 42 ans, 11%. Et si on parle des 44 et 45, ça commence à diminuer les pourcentages des embryons aptes avec un nombre de chromosomes bon pour pouvoir nous donner un bébé sain. D'accord? Et ça, c'est quelque chose qu'on peut étudier, c'est quelque chose qu'on voit de manière objective quand on fait les DPI. Et bon, maintenant, je vais vous montrer notre taux de réussite ici à Barcelone-IVF. Hein. Je ne parlais pas des groupes des États-Unis, c'est ici, avec la technique qu'on utilise. Et alors, pour la FIV entre 40 et 42 ans, on voit que oui, on a beaucoup de blastocystes, 60% des patientes ont des blastocystes, mais bon, les taux de réussite. Test de grossesse positive, 58%. On dit, waouh, c'est magnifique. Mais après, vous voyez, on perd la moitié presque parce qu'on a une fausse couche. D'accord? Grossesse évolutive, c'est à 12 semaines de grossesse. C'est équivalent à accouchement. Des 12 semaines à l'accouchement, la perte, c'est moins de 1%. D'accord? Mais vous voyez qu'on a perdu la moitié, des 40 à 42 ans. Quand on parle des 43-44, aussi on a des blastocystes, on a d'embryons, hein, mais voilà les taux de réussite, 18%. Vous voyez quelle différence entre 42 et 43 ans, ou entre 40 et 43, on a dit, hein, année par année, c'est très important. 18%, et une autre fois, qu'est-ce qu'on voit? Qu'on perd la moitié, d'accord? 9% des grossesses qui évoluent correctement jusqu'au bout. Et qu'est-ce qui se passe à 45-49, hein? Est-ce qu'on a des femmes qui tombent enceintes? Oui, 25%, même, il semble meilleur qu'à 43-44. Mais quel est le problème? Qu'après, on a 0% des femmes qui accouchent. Ça, ce sont les données de l'année dernière, de 2019. Et alors, c'est ça. Et on peut comparer des cliniques. Il y a des cliniques qui ont de meilleurs taux de réussite que les autres. On peut se comparer. Mais ce qu'on voit, c'est qu'il y a des facteurs en commun. On voit qu'avec l'âge, les taux de réussite diminuent et que les fausses couches, c'est quelque chose qu'on ne peut pas éviter. Et bon, alors, qu'est-ce qui se passe avec les femmes, chez certaines femmes de plus de 40 ans? Parce qu'a priori, je ne connais aucune femme qui ne veut pas préserver les patrimoines génétiques. Hein? Toujours, quand on parle avec une femme et on les parle de les faibles probabilités, on les parle des dons d'embryons, des dons d'ovocytes, bon, toujours, c'est quelque chose de très, très dur, hein, et de compliqué. Mais quelle est la seule option qu'on a aujourd'hui? Bon, aujourd'hui, on peut faire ce qu'on appelle la préservation de la fertilité, la vitrification, mais on doit la faire avant 40 ans. On doit la faire un peu avant. Hein. On doit prévoir et que peut-être on va rapporter notre maternité et on doit faire la vitrification avant. Et avec l'expérience qu'on a aujourd'hui, qu'est-ce qu'on sait? Et on sait que vitrifier les ovocytes avant 38 ans diminue les coûts de l'enfant né chez les femmes plus de 40 ans. Ça veut dire qu'il vaut la peine, si on pense qu'on va avoir un enfant après 40 ans, de vitrifier avant 38 ans. D'accord? Et alors, les autres auteurs aussi, ils disent vitrifier à l'âge de 35 ans pour devenir maman à l'âge de 40 ans augmente les probabilités de grossesse
dans la moitié. On a presque 50% des probabilités de plus d'avoir un enfant et diminue les coûts de l'enfant né un tiers, d'accord? Parce qu'on pense déjà que les femmes qui ont du mal à tomber enceinte après 40 ans devront faire au bout une FIV. Et c'est mieux de faire une FIV avec les ovocytes congelés de l'âge de 38 ans que les faire avec les ovocytes frais de l'âge de 43 ans, d'accord? Mais alors on peut se dire, bon, alors on va vitrifier à l'âge de 18 ans, à 19 ans. Non. Alors, il faut voir, et les études nous montrent, selon les modèles mathématiques, que le meilleur coût d'efficacité, c'est de vitrifier entre 32 et 38 ans, d'accord, avant 38, entre 32 et 38. Ce n'est pas trop, parce que si on vitrifie toujours, on conseille toutes les femmes de 18 ans de congeler, de vitrifier les ovocytes, probablement, et la plupart d'entre eux n'utiliseront jamais les ovocytes, d'accord? Alors, il faut penser que les études nous disent que peut-être c'est entre 32 et jusqu'à 38 ans, c'est l'âge idéal. Et bon, alors déjà, pour parler des options, d'accord, on a parlé très rapidement de tout, mais normalement, la FIV, la fécondation in vitro, chez les femmes, on considère que jusqu'à 45 ans, c'est l'âge limite, et surtout, c'est pas que toutes les femmes ont les mêmes options jusqu'à 45 ans. Vous vous souvenez de la graphique de Sunkara? Ça dépend, il faut évaluer la réserve ovarienne, d'accord? Une femme jusqu'à 45, si les taux de AMH et les comptages de follicules antro sont favorables, alors avec les limitations, hein, et on peut dire, bon, on va essayer. Par contre, si les paramètres des réserves ovariennes ne sont pas favorables, probablement on va conseiller de passer directement à une autre option. Par exemple, la FIV avec les dons d'ovocytes ou les dons d'embryons. Ça sera toujours, on recommence ça si on parle d'une femme de plus de 45 ans. Et après, si on parle d'une femme d'entre 40 et 45 ans, mais avec dont on parlait avant, la réserve ovarienne qui n'est pas optimale. Et alors, vitrifier les ovocytes, ça c'est pour prévenir, hein, pour ne pas arriver jusque-là. Hein. Mais on doit savoir que ce n'est pas qu'on peut vitrifier à l'âge de 40, 41 ans. Non, c'est conseillé de vitrifier avant 38 ans, entre 33 et 38 ans idéal, et un minimum d'ovocytes. Ici, la réserve ovarienne est aussi importante. On sait que la chiffre idéale, c'est d'environ 15 ovocytes pour maximiser les chances. Hein. C'est 15 dont on parlait aussi avant dans l'étude de Sunkara, hein, qu'ils ont vu qu'avec 15 ovocytes, ils obtenaient le meilleur taux de réussite. Et bon, mais toujours, il faut toujours individualiser. Hein? C'est pas que c'est un modèle mathématique des femmes de plus de 40 ans, AMH à combien, alors on devra faire ça. Non. Toujours, il existe bien sûr les facteurs médicaux. Ça veut dire, quand j'ai devant moi une patiente, je dois lui indiquer, bon, dans tes conditions, avec ces taux de AMH, on estime que peut-être vous avez 2% de probabilité d'accoucher un enfant. Hein? Et alors, il faudra prendre en compte aussi les facteurs émotionnels de la femme, voire peut-être pour une femme qui n'a jamais essayé de tomber enceinte, ces 2% est suffisant pour vouloir essayer une fois avec ses propres ovocytes. Et après, si ça ne marche pas, elle sera plus prête à accepter les dons d'ovocytes. Mais aussi, bien sûr, quand on parle des traitements de la PMA, il faut prendre en compte les facteurs financiers. Pourquoi? Parce qu'on parle des traitements qui sont chers. Alors, toujours, il faut mettre sur la balance ces trois facteurs. Hein? Et ça sera la patiente ou les patientes avec les médecins qui devra en discuter et trouver quelle est la meilleure option dans son cas.
Et déjà, pour finir et qu'en conclusion, on peut dire qu'aujourd'hui, on sait que les retards de la maternité est une réalité présente. On les voit tous les jours. Hein. L'âge moyen des femmes qu'on reçoit ici à la clinique, je crois que c'est des 39 ou 40 ans. D'accord. De plus en plus, les femmes récurrent à la PMA en raison du facteur âge. Ça, c'est les principaux facteurs aujourd'hui. Et on peut parler des FIV, et quand on parle des FIV, les taux de AMH et les comptages de follicules antros, ce sont les meilleurs prédicteurs pour identifier les patients des bons pronostics, toujours en pensant ça, que la qualité, ça veut dire les groupes d'âge, on ne peut pas les changer, d'accord? Mais alors, selon, si on parle des femmes de 43 ans, une femme de 43 ans avec un taux de AMH faible, une autre femme avec un taux de AMH bon, de 2 à 2 ou 3, ces femmes avec la meilleure réserve ovarienne aura plus de probabilité ou un meilleur pronostic pour tomber enceinte. Et on pense qu'avec toutes les données publiées, nos propres données, la FIV à plus de 45 ans n'est pas une option raisonnable du point de vue médical, d'accord? Peut-être du point de vue émotionnel, si on peut accepter qu'on accepte des femmes de plus de 45 ans par des raisons émotionnelles, de dire on va essayer de faire la FIV même avec un cycle naturel si la femme n'a pas une bonne réserve ovarienne. Hein. Mais les options chez les femmes avec un mauvais pronostic, avec une faible réserve ovarienne, c'est toujours la FIV avec les dons d'ovules. Et alors, ici, oui, quand on fait la FIV avec les dons d'ovules, oui, on peut changer des groupes d'âge. Hein. Ces groupes d'âge qu'on voyait avant des Sunkara, oui, on peut sauter de la partie inférieure à la partie supérieure. Pourquoi? Parce que ce qui est important, c'est l'ovule de la donnée, ce n'est pas l'utérus. Et alors, on parle des taux de grossesse de 70% par transfert. Hein? Et quand on parlait peut-être, avant, on a parlé de nos données de 9% de probabilité, de 18% ou de 0% à partir de 45 ans. Ou on peut parler des dons d'embryons, des embryons qui sont déjà formés, des blastocystes qui viennent d'un double don, d'un don d'ovules, d'un don de sperme, et qui nous donnent 55% de probabilité par transfert. Indépendamment de l'âge de la receveuse. L'âge de l'utérus n'est pas important. Hein? C'est l'âge de l'ovule qui est important. Et dernièrement, vitrifier les ovocytes entre 32 et 38 ans est une bonne option pour réduire les coûts d'avoir un enfant après 40 ans et augmenter la probabilité d'avoir un enfant biologique et d'éviter les dons d'ovocytes. C'est une option, hein, mais ce n'est pas sûr. Hein, l'effet de congeler 15 ovocytes ne nous assure pas au 100% qu'on aura un bébé avec les ovocytes vitrifiés. Mais bon, si on les fait dans de bonnes conditions avant 38 ans et qu'on a 15 ovocytes, on arrive jusqu'à 65% de probabilité d'avoir un enfant à la maison. Et bon, j'ai déjà fini. Je crois que je n'ai pas dépassé les temps. Merci, Dr Colodron, pour ces données, c'était très intéressant et je pense que c'était très clair après 40 ans, par âge. C'est vrai qu'on n'en parle pas toujours, on n'a pas toujours autant de détails en tant que patient et je crois que merci, c'était très intéressant. Simplement pour vous rappeler, je vous ai dit au début de la séance, si vous voulez poser des questions, en bas de l'écran à droite, vous pouvez écrire vos questions de manière anonyme et à la fin, après la présentation de Stéphanie Tout-le-Monde sur la partie émotionnelle, on répondra à toutes vos questions, on prendra un petit moment. D'accord? Stéphanie, je te propose de prendre la parole. Déjà, je remets le micro. Donc, donc alors, je vais... s'il y a des personnes qui sont arrivées un petit peu en retard, que je représente, qui est cofondatrice de l'association Chiok, qui est à Barcelone et qui est également coach de fertilité. Donc, voilà, qui accompagne des personnes en désir d'enfant et en parcours de PMA également.
Et peut-être que tu peux en profiter pour présenter un peu l'association également, ou peut-être que tu voulais le faire. Oui, bien sûr. Oui. Je ne l'ai même pas mis dans ma présentation, mais je vais la présenter, bien sûr. Voilà, ça y est. Donc, l'association s'appelle She-Oak. Pour la petite histoire, She-Oak, c'est un arbre qui pousse en Australie et dont on extrait une essence qui est utilisée en huiles essentielles pour stimuler la fertilité. Donc, voilà pourquoi on a choisi ce nom qui peut paraître un peu barbare comme ça. Juste pour faire un petit résumé de ce que fait l'association, mais j'en parlerai encore un petit peu après, mais très rapidement. L'association, ce qu'on fait, c'est on soutient les femmes et les couples qui sont en parcours PMA à tous les niveaux. On a une vision très holistique. Donc, on a le soutien émotionnel qui est fait soit avec des professionnels, donc coach, psychologue, mais qui est aussi fait par le soutien entre patients. Donc, on met en rapport des gens entre eux qui ont la même situation. Et du coup, par exemple, quand il y a quelqu'un qui est passé par un don d'ovocytes, et parler avec cette personne, ça peut permettre de démystifier, de peut-être partager des doutes, des peurs qu'on a et que cette personne a eues et qu'elle a fini par dépasser, etc. Donc ça, c'est la première chose, la partie émotionnelle. La partie physiologique, on travaille avec des thérapeutes de thérapie naturelle qui sont tous spécialisés en fertilité, qui sont tous basés à Barcelone et qui sont tous francophones. Ce qui fait que quand vous venez en Espagne pour votre PMA, enfin à Barcelone, on peut vous organiser des séances de sophrologie, de yoga fertilité, d'acupuncture, etc. Donc ça, c'est la deuxième partie. Voilà, donc c'est ça. C'est un soutien vraiment au point de vue physiologique en complément de la PMA, toujours. Les thérapies naturelles, elles vont toujours compléter et faire qu'on se sent mieux et on optimise un peu les traitements PMA et à la partie émotionnelle. Et donc, l'objectif d'aujourd'hui, c'est donc en parlant de la PMA après 40 ans, de vous donner quelques conseils pour l'aborder sereinement. Je pense que quand on parle de PMA en général, que ce soit avant ou après 40 ans, il y a une image qui revient à peu près dans 100% des gens qu'on accompagne, soit par le coaching, soit par l'association, c'est les montagnes russes. Quelle que soit la situation personnelle, quelle que soit la situation médicale, un processus de PMA, c'est un processus qui est ultra médicalisé et dans lequel on oublie souvent cette dimension qui est pourtant très très importante, qui est la partie émotionnelle. Avoir des difficultés à avoir un enfant, ça nous touche vraiment dans ce qu'on a de plus intime, de plus animal presque. Donc, il y a un impact émotionnel qui est très fort. Donc, on a des montagnes russes parce qu'on passe de la joie de fonder une famille à l'espoir, parce que tout à coup, on a un espoir médical. Et puis, parfois, la déception, la tristesse, la colère, l'injustice. Donc, on passe vraiment par des hauts et des bas en permanence. Et la charge émotionnelle est vraiment forte. S'ajoute à ça aussi la solitude, parce que mine de rien, c'est un processus qui est, même si c'est très médiatisé et de plus en plus, et même si c'est très normalisé, en Espagne peut-être encore plus qu'en France, mais ça l'est quand même en France de plus en plus, dans la sphère privée, ça reste super tabou. Pas pour tout le monde, alors tout le monde n'est pas dans la même situation, mais il y a beaucoup de personnes pour qui c'est difficile d'en parler, et du coup qui en parlent à personne et qui se retrouvent seuls face à toutes ces montagnes russes. Il y a beaucoup de stress aussi, qui est lié au traitement médical, aux injections qu'on doit se faire, qui est lié à l'incertitude par rapport aux résultats, qui est lié par rapport au fait qu'on ne peut pas contrôler, du coup on ne peut rien planifier. Donc je pense que vous vous reconnaîtrez, on ne planifie pas de vacances, on ne planifie pas de week-end, mais on ne planifie pas non plus de changement de job. On se dit si jamais je tombe enceinte, je ne vais pas changer. Donc il y a beaucoup de choses qui font que c'est aussi assez stressant. Et quand on rajoute à ça le fait de devoir aller en Espagne pour faire son traitement, ça rajoute encore un petit peu de stress. Donc finalement, il y a un travail émotionnel à faire. La bonne nouvelle, c'est que moi, je suis persuadée que c'est difficile à vivre, mais il y a quand même beaucoup de choses qu'on peut faire pour le vivre mieux. Et il faut faire ce travail émotionnel. La première chose, c'est que refouler une émotion ou la nier, c'est comme quand on met je donne toujours cette image-là, quand on met un couvercle sur une casserole d'eau bouillante, ça n'empêche pas l'eau de bouillir en dessous, ça n'empêche pas les grosses bulles, et peut-être que ça finit par exploser au mauvais moment.
Donc, moi, je pense qu'on fait la même chose avec les émotions. Parfois, on dit non, moi, ça va très bien, j'ai pas de problème, je suis pas stressée. Et puis, finalement, en fait, il y a un moment où on craque, quoi, parce qu'on s'en rend pas compte. Et je pense que reconnaître les émotions et les identifier. Moi, je fais souvent cet exercice-là, de faire mettre un nom sur l'émotion, peut-être même un peu comme dans le pub Inside, le film Inside Out, où la tristesse, elle est bleue. On a vu un petit icône dans la présentation du Dr. Colobron. Voilà, donc mettre des mots, tout simplement, dire bah oui, c'est injuste, c'est vrai, c'est injuste, pourquoi moi et pourquoi pas quelqu'un d'autre. La colère, la jalousie même, parfois. Moi, ça m'est arrivé d'être très jalouse d'une amie ou d'une sœur qui est tombée enceinte et pas moi. La tristesse, la peur que ça n'arrive pas, la culpabilité, et je pense que la culpabilité, elle est toujours très présente dans les traitements de PMA, quel que soit l'âge, mais peut-être encore plus à partir de 40 ans. Parfois, il y a un sentiment de honte, il y a un manque de contrôle, il y a une perte d'auto-estime, etc. Mais toujours est-il que les reconnaître, c'est déjà dire oui, je suis triste, oui, je suis en colère, oui, je suis jalouse, c'est déjà une manière de finalement les accepter. Les accepter pourquoi? Parce qu'elles sont normales, encore une fois, ça nous affecte dans ce qu'on a de plus intime. Donc finalement, si vous êtes en colère, si vous êtes triste, ça prouve tout simplement que vous êtes un être humain, donc c'est une bonne nouvelle. Voilà, donc ça, vous n'êtes pas seul, c'est normal, c'est humain. Ensuite, il y a autre chose qui est qu'une émotion, c'est passager. Une émotion, c'est un état, c'est quelque chose qui ne dure pas. Donc ça aussi, de se dire qu'une émotion, ça ne va pas rester pour toujours, ce n'est pas une situation, ça aide aussi. Et ensuite, il y a encore autre chose qui est une émotion, ce n'est pas un fait. D'accord ? La situation est telle qu'elle est, mais la situation, elle est objective. Elle n'est ni positive ni négative, elle est telle qu'elle est. D'accord ? C'est un fait, c'est une situation. Ce qui va venir déclencher les émotions, c'est les pensées qu'on a sur ce fait. D'accord ? Donc ça, c'est là où on peut essayer de travailler aussi dessus. Se dire, voilà, ce fait-là a déclenché telle pensée chez moi, c'est injuste, les autres y arrivent et pas moi. Et du coup, ça provoque une émotion qui est la colère. L'émotion, le fait, on ne peut pas forcément faire grand-chose, mais la pensée au milieu, on peut essayer de travailler dessus. D'accord ? Et c'est ça qu'on appelle prendre les rênes, en fait, c'est se dire, voilà, je vais faire quelque chose à propos de ça. Il y a un petit exercice que vous pouvez faire pour ça, qu'on appelle le journal émotionnel. C'est un truc tout bête, mais c'est quand vous avez une émotion forte à un moment dans la journée, qu'elle soit positive ou négative, d'ailleurs, c'est bien aussi de le faire avec des émotions positives, c'est de les écrire. Et vous écrivez l'émotion, le nom de l'émotion, tristesse. Vous écrivez aussi les manifestations physiques qui sont venues avec l'émotion. Est-ce que j'ai eu les larmes, tout simplement, qui sont collées? Ou est-ce que j'avais la gorge serrée? Ou est-ce que j'ai eu des bouffées de chaleur? Ou est-ce que j'ai eu les mains froides ou des tremblements, etc. Ce qui a déclenché, selon vous, cette émotion, le fait, peut-être qu'une copine vous a annoncé qu'elle était enceinte. À la fois, vous êtes contente pour elle et à la fois, désolé, ça vous rappelle ce que vous vivez, donc c'est compliqué et c'est douloureux, donc ça provoque de la tristesse. L'objectif de ce petit exercice, c'est de le faire systématiquement pour commencer à comprendre comment vous fonctionnez et pour comprendre vos émotions. Et à partir de là, quand vous savez le fait qui a déclenché quelle pensée, qui a déclenché quelle émotion, et vous pouvez commencer à comprendre un petit peu comment vous fonctionnez et puis travailler dessus. Donc ça, c'est quelque chose qu'on fait en coaching et qui est super utile. Quelque chose dont a parlé le docteur Colodron, qui est malheureusement assez fréquent, effectivement. Alors, encore une fois, effectivement, tout le monde n'est pas égal devant ce fait-là, mais régulièrement, quand même, la majorité des femmes qui viennent en Espagne pour une PMA, effectivement, elles ont plus de 40 ans et souvent, la majorité doivent recourir à un don d'ovocytes. Et dans le cadre du don d'ovocytes, évidemment, là, il y a une charge émotionnelle encore plus importante et un travail à faire sur soi qui est encore plus important. Pourquoi? Parce que déjà, quand on est en traitement PMA, moi je parle de deuil quand on est en traitement PMA, parce qu'on fait le deuil d'une certaine vision qu'on a de sa féminité, du romantisme de on tombe amoureux, on se marie, on a des enfants, ou on ne se marie pas d'ailleurs au milieu. Donc il faut faire le deuil d'une certaine vision qu'on a de la maternité et de la famille. Quand il y a le don d'ovocytes en plus, il y a un deuil supplémentaire à faire qui est le deuil de
la transmission génétique, de son patrimoine génétique. Et comme dans tout deuil, en fait, il y a plusieurs étapes. Non, là, ça, c'est la courbe de n'importe quel deuil. Alors, ce sont de petits deuils, mais ce sont des deuils quand même. Ça commence par le choc et la paralysie, de se dire qu'est-ce qu'il est en train de m'arriver. La négation, ça ne peut pas m'arriver à moi. La colère, pourquoi ça m'arrive à moi? Pourquoi est-ce que ça arrive à moi et pas aux autres? La peur de oh là là, si ça se trouve, je ne vais pas y arriver et qu'est-ce que je vais faire si je n'y arrive pas? La tristesse qui suit tout ça. Et finalement, toutes ces émotions-là que vous n'allez pas forcément suivre dans l'ordre, hein, mais bon, globalement, c'est quand même des émotions, on vient un peu entre toutes ces émotions-là, mais les émotions qui sont liées à n'importe quel deuil, c'est des émotions qui sont nécessaires. On a besoin de passer par tout ça pour finalement, au bout d'un moment, accepter la situation, aussi dure soit-elle, pardonner au monde, pardonner à soi-même d'avoir attendu, pardonner à l'univers pour cette injustice, rechercher du sens, se réorganiser et surtout retrouver une certaine sérénité et une certaine paix. Donc finalement, on voit encore ici que toutes ces émotions-là, non seulement elles sont normales, mais en plus elles sont nécessaires en fait pour réussir finalement à se reconstruire derrière. Et dans le cadre d'un don d'ovocytes, il y a tout un travail qui peut être fait sur les émotions. Mais moi, je vous invite déjà à quelques questions de réflexion. La première, c'est que représente la maternité pour vous? Qu'est-ce que c'est pour vous être maman? D'accord? Il y en a qui vont dire c'est la transmission génétique, mais il y en a aussi qui vont dire c'est la transmission de certaines valeurs, c'est s'occuper de quelqu'un et le faire grandir. Il y a plein de choses autour de la maternité qui ne sont pas forcément liées à la génétique. Donc, ce n'est pas une solution. Évidemment, comme disait le docteur Coldren tout à l'heure, évidemment, si vous pouviez passer par vos propres ovocytes, vous le feriez et tout le monde serait dans cette situation-là. Mais quand on doit passer par là, faire cette réflexion de se dire, OK, qu'est-ce que c'est la maternité pour moi et qu'est-ce que j'ai quand même avec un don d'ovocytes? Ensuite, qu'est-ce que vous voulez transmettre à cet enfant? Vous, comme personne, qu'est-ce que vous voulez transmettre? Je veux lui transmettre mes valeurs de respect, de générosité, de je ne sais pas quoi. Je veux lui transmettre mon goût de la lecture. Je veux lui transmettre l'histoire de ma famille. Je veux lui transmettre, etc. etc. Donc, mis à part le patrimoine génétique, qu'est-ce que vous voulez transmettre à cet enfant? Qu'est-ce que vous allez lui apporter aussi? Ça, c'est une chose de qu'est-ce que moi je veux lui transmettre, mais qu'est-ce que vous allez lui apporter? Vous allez lui apporter peut-être beaucoup d'amour. Vous allez lui apporter une certaine sécurité financière, vous allez lui apporter des valeurs, vous allez lui apporter votre joie de vivre, vos qualités à vous en tant que personne. Donc finalement, tout ça aussi, c'est une réflexion qui est super intéressante. Et la dernière, c'est quelle place est-ce que vous voulez donner à la donneuse? D'accord? Il y a plein de femmes qui les appellent les fées. Voilà, chacun sa vision. Il y en a qui disent non, c'est juste un ovule, c'est juste une petite gamète. La donneuse n'a pas de place là-dedans. Il n'y a pas de bonne et de mauvaise réponse. Chacun a sa vision, d'accord? Et il n'y a pas de mauvaise vision, il n'y a pas de bonne vision. Mais réfléchissez-vous, quelle place est-ce que vous voulez donner à la donneuse? Est-ce que c'est quelqu'un comme un petit ange gardien ou une petite fée, ou est-ce que c'est rien du tout, ou est-ce que c'est voilà, chacun a sa vision. Et une autre question que je n'ai pas mis là, mais que vous pouvez rajouter, c'est qu'est-ce que vous lui direz? Et ça peut marcher aussi pour la PMA tout simplement en fait. Mais qu'est-ce que vous allez dire à cet enfant? Quand est-ce que vous allez lui dire? Comment vous allez lui dire? Tout ça, ça va aussi vous aider à faire un peu la paix avec ça, de réfléchir à l'avance, comment est-ce que je vais raconter ça à mon enfant quand il aura 2, 3, 4, 10 ans? Qu'est-ce que je vais lui dire? Comment je vais lui expliquer qu'on est arrivé là, qu'on n'a pas eu le choix, etc. etc. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui peut vous aider à faire ce cheminement intellectuel et émotionnel vers l'acceptation du don d'ovocytes. Donc ça, c'était une petite parenthèse sur le don d'ovocytes, mais je pense que c'est important. Émotionnellement parlant, dans la PMA en général, et encore plus effectivement après 40 ans, on souffre beaucoup du regard des autres. Il y a une chose qui est claire, et je pense que quand vous regardez sur tous les forums liés à la fertilité, etc., il y a toujours les mêmes commentaires qui reviennent.
quel que soit l'âge qu'on a quand on est en traitement PMA, détends-toi, ça va venir tout seul, ou moi je connais quelqu'un qui avait fini par décider d'adopter puis finalement est tombé enceinte naturellement. Si tu te stresses trop, c'est ta faute, tu ne vas pas y arriver. Enfin, il y a plein de choses comme ça, de petits commentaires qui ne sont pas toujours malveillants, enfin qui ne se veulent pas toujours malveillants, mais qui sont très maladroits. Pourquoi? Parce que les gens ne savent pas forcément comment vous aider. Les gens ne comprennent pas s'ils n'ont pas vécu la même chose et ils comprennent pas, ils ne savent pas forcément, ils sont démunis en fait face à votre souffrance. Donc ils ne savent pas forcément et parfois ils mettent les pieds dans le plat. Parfois il y a aussi des gens qui sont pas malveillants, mais un peu maladroits. Après 40 ans, il peut y avoir des commentaires encore plus douloureux qui par exemple, bah oui, mais t'as attendu, bah oui, mais à ton âge, etc., etc. Et sans qu'il y ait de commentaires, parfois nous, on a l'impression que les gens portent ce jugement sur nous. Et finalement, le regard des autres, il est très difficile à vivre. Et c'est pour ça souvent que les gens n'en parlent pas. Ce qui est intéressant, c'est que finalement, ces commentaires, qu'ils soient verbalisés ou pas, là où ils vous font du mal, c'est parce qu'ils trouvent un formidable écho dans vos propres ressentis. Et dans vos propres, on appelle ça les saboteurs. Non, ces saboteurs, justement, c'est ces petites voix intérieures qui tournent sans cesse dans votre tête et qui vous disent bah oui, mais t'es trop vieille, bah oui, mais t'as pas fait ça, bah oui, mais machin, bah oui, mais t'es nul, les autres le méritent mieux, etc., etc., etc. On a un discours intérieur qui est souvent assez violent. On se permet de dire des choses à nous-mêmes qu'on ne se permettrait jamais de dire à quelqu'un d'autre. Et donc, ces petites remarques qui parfois peuvent être un peu toxiques ou acides de la part de l'entourage, eh ben, nous, on les multiplie par 15. Pourquoi? Parce que ils font écho justement à nos propres saboteurs. Et donc là encore, il y a un travail à faire sur soi, sur ces saboteurs-là, en discutant avec eux. Nous, je fais tout un petit travail de personnification des saboteurs, et puis on parle avec les saboteurs, bah oui, mais qu'est-ce qu'ils me racontent, etc. Puis qu'est-ce que moi je peux lui répondre pour commencer à les raisonner un petit peu et à faire taire ces voix dans la tête. Et pour se protéger par rapport aux autres, parfois aussi, ce qui est nécessaire, il y a une réflexion que je vous invite à faire, c'est c'est réfléchir un petit peu à l'avance à ce que vous voulez dire et à qui. Alors, à qui est-ce que vous devez absolument le dire? Pour des questions logistiques, hein, voilà, je pars une semaine à Barcelone, il faut bien que je dise à mon boss que j'ai une bonne raison pour le faire. Il faut le justifier d'une certaine manière. Donc, à qui est-ce que je dois le dire? À qui est-ce que je veux le dire? D'accord? Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'est-ce que ça m'apportera, qu'est-ce que j'en attends? Ces personnes-là à qui j'ai envie d'en parler, parce que c'est des personnes proches, parce que j'ai envie de me confier, etc., qu'est-ce que j'en attends? Qu'est-ce que ça va m'apporter de le faire? Parce que si j'en attends quelque chose que la personne n'est pas capable de me donner, il vaut mieux se retenir. La troisième chose, c'est qu'est-ce que vous dites? Vous n'êtes pas obligé de tout raconter dans les détails. Vous pouvez dire jusqu'à un certain point. Donc, c'est réfléchir à qu'est-ce que je vais dire à qui et qu'est-ce que je vais dire si je n'ai pas envie d'en parler. Qu'est-ce que je vais dire à mon boss si je n'ai pas envie de le dire que je suis dans un traitement PMA en Espagne. Donc, voilà pour le regard des autres. Et ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas communiquer. Au contraire, la parole soulage et la parole soulage énormément. Donc, se protéger, oui, mais sans s'isoler et essayer d'en parler autour de vous. Alors, ça ne va pas forcément, encore une fois, être la personne à laquelle vous pensez. Peut-être que ça ne va pas être votre maman ou votre meilleure amie qui va plus vous aider là-dedans, qui va plus vous soutenir. Ça sera peut-être quelqu'un que vous ne connaissez pas. Ça sera peut-être un collègue qui est passé par là. Ça sera peut-être une amie qui, parce qu'elle est un peu moins dans votre cercle intime d'amis, elle vous paraît plus facile d'en parler ou parce qu'elle a eu l'air d'être à l'écoute, etc. Donc ça, c'est tout un travail qui est important. Et encore une fois, quand on n'est pas passé par là, je sais que ça a l'air bête de le dire, mais quand on n'est pas passé par là, on a du mal à comprendre. Donc, je pense que le partage qui est le plus riche et le plus enrichissant pour vous, c'est de partager avec des personnes qui sont passées par là. Et donc, nous, comme je vous disais, ça, c'est She-Oak, c'est l'association. On a appelé le programme She-Oak Friends, où on met en relation des gens, soit de manière individuelle. Par exemple, je vais parler avec une femme qui est maman d'ovocyte d'un enfant de 5-6 ans. Et je vais pouvoir partager tous ses doutes et ses questions par rapport au patrimoine génétique qu'elle s'est forcément posée il y a 5 ou 6 ans. Et peut-être que sa réponse ne sera pas la même que la mienne, mais de savoir qu'elle en a trouvé une de réponse, ça va me faire du bien. Et sinon, on a des groupes de parole aussi. Donc, juste pour vous dire, le prochain groupe de parole qu'on organise, c'est mercredi prochain, en ligne, à 18h30.
et les groupes de parole sont gratuits pour nos membres. Donc, si jamais vous voulez vous joindre au groupe de parole de la semaine prochaine, vous êtes les bienvenus. Et une dernière chose qui est très importante, c'est, je regarde un peu le temps parce que je ne veux pas dépasser, je vais aller très vite, c'est reconnecter avec son corps. Je pense que la dimension émotionnelle, elle passe aussi par le corps, et je pense que reconnecter avec son corps, ça aide aussi à être plus serein émotionnellement. Donc ça passe. Je vais passer très très vite parce que c'est pas mon rôle en tant que coach, mais je pense que c'est très important de faire de l'exercice physique, d'être en contact avec son corps et puis de libérer des endorphines avec l'exercice physique, d'avoir évidemment une bonne hygiène de vie, d'avoir des manières de se relaxer et de se détendre. Donc ça peut être des massages, ça peut être de la méditation, ça peut être de la sophrologie, etc. Mais ça, c'est encore une fois, c'est une manière, juste se procurer ces sensations positives du massage. C'est juste une manière de reconnecter avec son corps et de ne pas d'arrêter le voir comme voilà, le ventre auquel on fait des injections, celui, voilà, on passe sur la table du gynécologue, etc. C'est une manière aussi de reconnecter avec le plaisir, en fait. Et d'ailleurs, reconnecter avec les 5 sens. Donc, faire une belle balade dans la nature, faire attention à ce qu'on mange et prendre plaisir, etc. Et donc, quelque chose qu'on fait nous avec Chiox, c'est les thérapies naturelles. Donc, acupuncture ou ostéopathie, ça a des effets très, très bénéfiques. La sophrologie pour se détendre, c'est génial. Moi, personnellement, c'est ce qui m'avait sauvée à l'époque, hein, il y a 12 ou 13 ans, quand j'ai fait mes premières filles. Et le yoga fertilité aussi. Le yoga, c'est quelque chose que vous pouvez faire tout au long du processus, même à la fin, même au moment d'une ponction, même au moment d'un transfert, parce que c'est très doux. Et donc, nous, on propose aussi, et je vous le redirai à la fin, des cours de yoga fertilité en ligne. Le prochain, c'est lundi prochain, en français. Donc voilà, donc juste pour terminer sur notre vision, je vous disais la partie physique, la partie émotionnelle et la partie sociale qui est de ne pas vous enfermer dans le silence et la solitude. Et je pense que vraiment ces trois facettes-là sont super importantes pour vivre sereinement la PMA. Et il y avait une dernière petite partie très rapide sur la PMA à distance à Barcelone. Donc il y a toute une question de logistique, où est-ce que je vais habiter, etc. Qu'est-ce que je vais faire pendant ces quelques jours à Barcelone? Je voudrais m'organiser un massage pour me sentir bien ou des séances d'acupuncture, des conseils pratiques. Vous n'êtes pas seul. Chez IVF, je sais, je les connais, qu'ils accompagnent super bien les patients. Et puis nous, on est là, Chiox, justement pour vous aider à mieux vivre ce processus à distance. Donc, il y a toute une partie de conseils pratiques, de logistique, etc. Voilà, je ne vais pas plus loin que ça. Je vous remercie pour votre attention. Et voilà, on va passer aux questions. Merci Stéphanie pour la présentation et, de l'association et surtout ce qui est possible de faire aussi sur la partie émotionnelle, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de la partie médicale, mais c'est vrai qu'on ne pense pas toujours à se faire accompagner par des professionnels ou d'échanger aussi avec d'autres personnes, etc. Et c'est vrai que le fait d'avoir l'association, ça permet de participer à ces groupes de parole, de voir qu'on n'est pas seul non plus. Donc, vraiment, merci beaucoup. On va passer aux questions. Oui. Allez. Alors, les questions de tout début pour le docteur Colodron. Juste par curiosité, sait-on pourquoi les animaux sont-ils plus fertiles que les humains? Bon, on ne sait pas, mais c'est quelque chose d'évident. Hein? Et c'est ça, comme je vous ai dit, les humains, on est les seuls animaux, les femmes, je n'ai pas dit les femmes, on ovule tous les mois. Si vous savez des chiens, des chats, ils s'ovulent une fois tous les 6 mois, une fois par an. Et si c'est sûr qu'ils tomberont enceintes s'il y a un chien mâle avec la petite chatte. Hein? Alors, on ne sait pas pourquoi, mais c'est évident que les autres animaux et qui ont des super ovulations, hein, il ne faut pas les gonades ou les ménopures, hein, ils super ovulent et ils ont 3, 4, 5 petits d'un coup. Hein.
c'est quelque chose d'évident. Et mes collègues qui sont vétérinaires, ils ont des taux de réussite de 100%. Hein. C'est l'envie hein, pour moi parce qu'ils ont des 100% des taux de réussite. Hein. Ils font tout. Mais tous les animaux, ils tombent enceintes d'une manière ou d'une autre. Hein. Alors, ils ne doivent pas faire des FIV à répétition. Ils font une FIV, l'embryon ne reste pas à l'embryoscope, pas dans l'embryoscope. Ici, à la poche, il va prendre les cafés, après il injecte l'embryon et 12 jours après, les chiens ou les chats est enceinte. Hein, ça, c'est sûr. Hein, les animaux sont beaucoup plus fertiles. Merci, docteur. Une autre question. À quelle limite mettez-vous l'AMH on n'aime pas à limite parce qu'on ne choisit pas les patients par taux de AMH. D'accord. Alors, c'est qu'on demande toujours les taux de AMH pour donner un avis à la patiente. Hein. Et pour vous dire, on considère optimal, très optimal, un taux de AMH à partir de 2 nanogrammes par millilitre. Hein. Attention parce qu'il y a les picomoles et la chiffre des picomoles est toujours plus élevé que nanogrammes. Hein. Il faut diviser par presque 7. Mais 2 nanogrammes par millilitre, c'est parfait. Mais bon, entre ça, ce n'est pas les mêmes 1,8 qu'avoir 0,1 ou 0,02. Hein. Mais bon, pour vous donner une idée, 2 serait magnifique. Hein. D'accord, merci. Votre présentation était très claire, merci beaucoup. Après 45 ans, est-ce que la préménopause change les chances d'avoir un enfant par un don d'ovocytes? Pas du tout, hein, parce que les hormones qu'on donne pour préparer l'utérus, on les donne de manière externe, d'accord? Alors, si on parle d'une femme qui est en préménopause ou ménopause totale, on donne directement les estrogènes et la progestérone et on a exactement les mêmes taux de réussite qu'une femme qui a des cycles tous les 28 jours. Hein. D'accord. Une personne qui commande plutôt, ce qui me pose également problème jusque-là, c'est le sentiment d'être en illégalité par rapport à ce qui est autorisé en France. Ah oui, ça, peut-être, oui, Stéphanie, elle parlait de ces sentiments, de se sentir coupable. Hein? Ça fait partie des choses qui alimentent effectivement les montagnes russes émotionnelles, parce que c'est vrai que non seulement on a du mal à réaliser notre rêve qui est de devenir maman, mais alors en plus on nous donne l'impression en France qu'on fait quelque chose d'illégal et que c'est pas bien. Quoi. Donc là, je pense qu'il n'y a pas d'autre réponse, si ce n'est de les chercher vous dans vos valeurs et dans vos convictions personnelles. Et d'ailleurs, en France, ils sont aussi en train d'évoluer à ce sujet. Donc, sur beaucoup de sujets de PMA en tout cas. Et si vous regardez ce qui se fait en Espagne, c'est dingue. Moi, je vois la différence culturelle, hein, mais il y a plein de gens qui ne sont même pas conscients que, par exemple, quand on est une femme seule, on n'a pas le droit de faire une PMA en France. C'est quelque chose que les Espagnols, quand on leur dit, pourquoi non, mais ça m'est déjà arrivé. Là. Donc finalement, oui, c'est vrai, c'est sûr que c'est désagréable d'avoir cette sensation-là. Mais allez puiser au fond de vos valeurs et de vos convictions et ne laissez pas ce saboteur-là faire écho à tout ça. Oui, c'est vrai que pour nous, pour moi comme Espagnol, c'était bizarre hein, d'avoir cette interdiction en France parce qu'on pense qu'en France, c'est la liberté, hein, les femmes plus libérales. Et bon, ce sont des choses qu'on ne comprend pas. Hein, oui. Mais heureusement, ça évolue, ça va évoluer. Ça prend du temps, mais ça finit par évoluer. Oui, tout à fait. A-t-on des chances de trouver une donneuse blonde à la peau claire? Oui. Ça, c'est comme les choses qui ont rardé dans la tête, qui sont des pensées que tous les Espagnols sont brunes avec les yeux marrons. Hein. Non, aujourd'hui, je crois que l'Europe est globale. Hein. J'ai des patientes françaises qui sont noires
des patientes françaises qui sont des origines chinoises. Moi-même, je suis espagnole, mais je suis 25% chinois, parce que ma grand-mère paternelle est chinoise. Et alors, on est tous mélangés maintenant. Et oui, on a des blondes, des yeux bleus. Je peux vous montrer les photos de l'école de mes enfants. Ils sont déjà 15 et 13 ans, mais il y a plein de blondes avec les yeux bleus. Ils ont fait une étude à Catalogne, c'est où la région où il y a les pourcentages plus élevés avec les yeux clairs, vert et bleu. Mais dans les autres régions de l'Espagne aussi, je crois qu'on est global maintenant. De penser qu'on est tous les Espagnols sont bruns et petites, non. C'est un cliché. Alors oui, une question par rapport à la pandémie actuelle. Comment ça se passe-t-il pour les femmes qui viennent de l'étranger? Est-ce que les cliniques continuent normalement leur activité? Oui, et quand la pandémie l'année dernière, quand ça a commencé au mois de mars, on nous a demandé de tout arrêter, d'arrêter les traitements, mais c'était pour une question au cas où il fallait utiliser notre respirateur et tout ça, et pour au cas où il y avait une complication pendant les pensions, de ne pas amener les patients aux hôpitaux, mais maintenant qui est tout plus contrôlé. On peut, au contraire, il y avait un communiqué de la société européenne et, qui disait, bon, on ne peut pas rapporter les traitements des femmes parce que l'horloge est importante, l'horloge biologique. On ne peut pas rapporter d'une année une FIV d'une femme de 40 ans parce que leur pronostic va chuter de manière dramatique. Et alors, on continue à faire les traitements. C'est vrai qu'il faut prendre des mesures. Par exemple, pour les données, on fait toujours la PCR les jours de premier contrôle. Pour les femmes ou les patientes, si on soupçonne, s'il avait un contact, s'il y a des symptômes, on fait la PCR. Et pour les femmes qui viennent de l'étranger, maintenant, je reçois tous les jours des patients de France ou de Suisse. Mais c'est vrai qu'il y a moins de vols et moins de trains, alors il faut s'adapter. Il y a beaucoup de patients qui viennent en voiture parce que c'est très facile de venir en voiture, mais il faut faire la PCR pour entrer en Espagne. Et si vous venez en avion ou en bateau, je crois que ce n'est pas l'histoire maintenant, mais en voiture, il ne faut pas, ou en train, il ne faut pas. Mais c'est vrai que les seuls problèmes que je vois maintenant, c'est qu'il y a moins de vols. Et alors, pour certains patients, c'est plus compliqué. Peut-être il vient, il reste des jours ou quelque chose comme ça. Ça dépend de la technique qu'on doit faire. Mais on continue à faire les traitements. Quand on est en préménopause, est-ce que l'on démarre une PMA pour un don d'ovocytes? Comment se sent-on avec la prise des hormones externes? Est-ce que les traitements hormonaux sont difficiles à vivre? Quels sont les effets secondaires? Oui, mais toujours les traitements hormonaux, bon, bien sûr, c'est comme la montagne russe dont on parlait avant, et surtout pour la préménopause ou la ménopause, parce qu'il passe de ne pas avoir d'hormones à avoir des niveaux d'estrogène élevés, mais toujours, c'est beaucoup moins important que quand on parle d'une FIV avec les ovocytes propres, parce qu'avec les ovocytes propres, on fait une hyperstimulation, on multiplie par 10, par 11 la chiffre d'hormones et de l'ovulation. Quand on parle de la préparation pour un don d'ovocytes, les taux d'estradiol est similaire à ce que vous avez pendant l'ovulation, sauf que vous l'aurez de manière continuée. Alors, avec les premières prises d'hormones, peut-être vous pouvez vous sentir un peu renflé, les seins un peu sensibles, mais normalement, ce sont des symptômes que vous vous adaptez au fur et à mesure, ne sont pas trop contraignants. Merci. Oui. Une autre question. Comment se passe le parcours de don d'ovocytes pour un couple? Les parcours, en général, il s'agit d'un traitement de 6 semaines. Pourquoi? Parce que
il faut faire une fécondation in vitro en synchronique avec la donneuse. Elle fait la partie de stimulation ovarienne avec les piqûres. Vous faites les traitements de préparation de l'endomètre avec des comprimés ou des patchs. Mais d'abord, il y a une période qu'on appelle la période de synchronisation avec la donneuse. Normalement, on vous donne la pilule contraceptive pendant 2-3 semaines. Pourquoi? Parce qu'imaginons que vous commencez les règles aujourd'hui, vous commencez à prendre la pilule et la donneuse qu'on a sélectionnée pour vous, elle commence ses règles 10 jours plus tard. Alors, vous commencez dans des jours différents, mais on vous fera arrêter la pilule le même jour. Alors, comme ça, vous réglez ensemble, elle commence les stimulations, vous commencez la préparation de la endométriale. Les jours où on prélève les ovules de la donneuse, on fait la fécondation in vitro, hein? Et 5 jours plus tard, on fait les transferts. On parle d'un traitement de 6 semaines. Quand on parle d'un couple qui n'habite pas ici à Barcelone, on conseille de venir avant de commencer les traitements pour congeler le sperme du mari. Comme ça, il ne faut pas se déplacer d'un jour à l'autre pour la ponction de la donneuse. On congèle le sperme avant cette période de 6 semaines et on peut coordonner tout à distance et vous vous déplacez directement les jours du transfert et on vous prévient une semaine avant. Vous savez, comme une semaine pour préparer les voyages pour les transferts. En gros. Hein. D'accord, merci. Et comment est choisie la donneuse? Bon, pour choisir la donneuse, c'est prioritaire selon la loi espagnole de chercher quelqu'un concordant avec la femme. D'accord? Ici à Barcelone-Hiver, c'est les médecins traitants qui font les choix de la donneuse. On est une clinique basée à Barcelone, on est une seule clinique, on n'a pas de clinique à Madrid. Et alors, les donneuses, ce sont les donneuses qui viennent aussi à la clinique, je connais les donneuses. Et alors, si par exemple, vous êtes mes patientes à moi, c'est moi qui choisira votre donneuse et qui fera la suivi de la donneuse. Pour moi, c'est prioritaire les caractéristiques physiques, aussi les groupes sanguins concordants avec votre mari. Et il y a aussi l'option de faire les matchs génétiques. Pour faire ça, les maris doivent se faire aussi à la clinique un test génétique. Comme ça, on peut faire les matchs avec la donneuse. Et du point de vue pratique, qu'est-ce que je fais avec mes patients? Je leur demande s'ils peuvent m'envoyer des photos quand elle était plus jeune, à l'âge entre 20 et 30 ans. Pourquoi? Parce que c'est l'âge de la donneuse. Et avec ça, parce qu'il y a des critères minimes comme les couleurs des yeux, des peaux, des cheveux, mais pour voir la forme du visage, un petit peu la différence, j'ai demandé de m'envoyer des photos et comme ça, je peux faire, ça m'aide à faire les choix de la donneuse. Et est-ce qu'elle est utilisée pour plusieurs couples, la donneuse? Et on a dans notre programme de dons d'ovocytes, quand vous demandez d'informations, nos assistants vous donnent toujours des devis ou deux informations différentes. On a les dons exclusifs et les dons partagés. Et quelle est la différence? Si on partage, c'est la moitié des prix, c'est moins cher, bien sûr, parce qu'on partage les dépenses aussi de la donneuse. Hein. L'étude de la donneuse, tout ça, ce sont des études chères et il faut les amener au payer les traitements de la donneuse de stimulation. Et alors, si on fait les dons partagés, on partage. Mais alors, on aura moins d'ovocytes, bien sûr. Mais oui, il existe ou bien les dons qu'on appelle exclusifs ou les dons partagés. Dans tous les deux, on garantit un minimum de nombre d'ovocytes. Ça, ce sont les couples qui choisissent. Oui. Je pense que vous avez déjà répondu à la question, mais pour un don d'ovocytes, est-ce que les ovocytes sont sélectionnés dans une banque qui appartient à la clinique? Donc oui, ce sont nos propres donneuses. Oui, on a notre propre donneuse. Hein? C'est pas que c'est en banque. Surtout, on préfère de travailler toujours en frais avec les ovocytes frais. Bien sûr, on a des embryons congelés, des ovocytes, pardon, mais je vous dirais que dans 99 des cas, on travaille avec les ovocytes frais pour maximiser les chances. Hein? Alors, ce n'est pas la banque d'ovocytes, c'est notre pool de donneuses qui font les stimulations en synchronique avec la receveuse. Pour quelles raisons deux ovocytes fécondés par FIV-ICSI n'ont pas le même développement et qu'un seul des deux finisse par ne plus se développer? Alors, pour quelles raisons deux ovocytes fécondés par FIV-ICSI n'ont pas le même développement qu'un seul des deux finissent par ne pas se développer?
je ne comprends très bien la question, mais bon, la question c'est que même quand on fait l'ICSI, qu'on injecte directement les spermatozoïdes dans l'ovule, pas forcément ça va nous donner un embryon. Hein. Après, il doit avoir la mélange génétique et même le développement embryonnaire. On peut forcer, maîtriser, faciliter la fécondation, mais après, le développement embryonnaire, ça dépend aussi de la qualité surtout de l'ovule, aussi de l'esperme, mais aussi, en grande mesure de la qualité de l'ovule. Hein. La donneuse est-elle espagnole ou bien peut-elle être d'une autre nationalité? Il s'agit des patientes ou des donneuses, des femmes qui habitent à Barcelone. Alors, les dons, ce n'est pas que j'habite à Suisse, je peux venir faire un don et repartir. Alors, d'abord, il y a une période de sélection qui prend 3-4 semaines. Hein. La donneuse doit venir plusieurs fois pour faire les études physiques, exploration gynécologique, l'entretien avec la psychologue, avec toutes les études psychologiques. Ça prend, elle doit rester à la clinique 3-4 heures, tous les tests génétiques, tout ça. Et après, les dons, pareil, là, elle doit venir plusieurs fois. Alors, ce sont des personnes, des femmes qui habitent à Barcelone. La nationalité, comme je viens de vous dire, Barcelone est cosmopolite et globale. On a des étudiants qui viennent de toute l'Europe, mais ce sont des personnes qui habitent ici, hein, en Espagne, à Barcelone. Parce qu'il ne peut pas se déplacer de Madrid à Barcelone pour faire un don. C'est compliqué. Dans le cadre d'une FIV après 40 ans, a-t-on beaucoup de chances d'avoir plusieurs embryons pour pouvoir en congeler et ainsi avoir plusieurs chances si l'implantation du premier transfert ne fonctionne pas? Ça dépend de la réserve ovarienne de la femme. Parfois, il y a des embryons qui restent, d'autres fois, il n'y a pas ça. Ça dépend de chaque patiente. Hein. Ça dépend de la réserve ovarienne des femmes. On ne peut pas dire en général. Et si on veut plusieurs enfants, est-ce qu'on peut avoir la même donneuse à chaque fois? Bon, ça dépend. Alors, bon, ça c'est une bonne question. Vous me demandez avant, on partage les ovules ou pas? Si j'ai votre projet, vous venez pour un don d'ovocytes et votre projet c'est d'avoir plus d'un enfant, on vous conseille de choisir les modèles de dons exclusifs parce que ça vous garantit au moyenne 4 blastocystes, 4 embryons. Ça veut dire qu'on peut en transférer un. Si vous tombez enceinte, il nous reste 3. Alors, ça vous donne la possibilité d'avoir un autre enfant avec la même donneuse. Si on parle des dons partagés, étant donné qu'il y a moins d'embryons, peut-être on aura pour un transfert de 2 blastos. Et si après, vous voulez avoir un autre enfant, on ne peut pas vous garantir. Toujours, quand on a des patientes qui viennent pour un deuxième enfant et qui n'ont pas d'embryon congelé, la première chose qu'on fait, c'est de contacter la donneuse. Mais ce n'est pas sûr que la donneuse voudra refaire à notre stimulation, à notre don. Mais on parle toujours avec elle pour lui expliquer. Normalement, la plupart des temps, elle nous dit oui, mais parfois, elle nous dit non. Maintenant, j'ai commencé à travailler, j'ai fini mes études, j'ai des examens et à l'université, je n'ai pas. Alors, ça dépend, on la contacte toujours, mais on ne peut pas vous assurer. Alors, la meilleure option, si vous pensez d'avoir plus d'un enfant, c'est toujours faire un don exclusif. D'accord, merci. Est-ce que Barcelona IVF pratique systématiquement la méthode ICSI? Oui, oui. Ça fait longtemps qu'on a laissé la fécondation in vitro classique parce que je vous ai déjà expliqué que normalement on parle d'un âge moyen de nos patients élevé. On ne peut pas se permettre d'obtenir 5 ovules d'une femme de 41 ans, faire la FIV classique et le lendemain avoir un échec de fécondation. Parce que en France, par exemple, mais c'est une autre histoire. On parlait dans un cadre différent, hein, c'est remboursé en France, d'accord? Alors, vous faites une FIV. Ils font FIV classique parce qu'ils disent, non, votre mari, il a un sperme parfait. Vous faites une FIV, il y a un échec de fécondation, et alors il vous dit, il n'y a pas d'embryon, désolé, mais il ne faut pas payer, c'est remboursé. Pour la prochaine fois, on fera un ICSI. Ça, ici, je ne peux pas me permettre ça.
on fait l'ICSI directement toujours. Et pour les dons d'ovocytes, spécialement parce qu'on doit être sûr que l'ovule qu'on vous donne de la donnée est mûr, hein, est à la métaphase 2. Et ça, on ne les voit pas si on fait la fibre classique. Alors, ici, en Espagne en général, ça fait longtemps qu'on fait l'ICSI. Sauf maintenant, ça me vient à la tête à certains cas où par des raisons religieuses, hein, des patients m'ont demandé, s'il vous plaît, je ne vais pas faire ça parce que c'est comme trop, sélectionner trop. Et alors, on a dit, d'accord, mais après, s'il y a un échec de fécondation, désolé, hein, parce que ça, on sait que normalement, en moyenne, avec une fibre classique, on atteint 50% des taux de fertilité. Avec l'ICSI, c'est 80%, d'accord? Alors, si les ovules sont très précieux, une femme avec l'endométriose, une femme de plus de 38 ans, et une femme qui a eu des échecs au préalable, une femme qui porte 5 ans en cherchant la grossesse de manière naturelle, on soupçonne un problème de fertilité, hein, un problème au niveau de la fécondation. Alors, l'ICSI, c'est la technique indiquée. Hein. Il y a très peu de cas où la fécondation in vitro classique aura une indication stricte du point de vue médical. Merci. Y a-t-il des examens spécifiques à faire quand on a plus de 40 ans pour augmenter notre chance d'avoir un enfant? Non, on demande surtout les bilans, un bilan général, mais surtout spécifique pour connaître les pronostics, c'est les taux de AMH et les comptages de follicules entrants. Hein. Aussi, on demande les cariotypes, mais bon, ça c'est en général, mais ça n'augmente pas les probabilités. Hein. Et après 45 ans, peut-on envisager le transfert de 2 embryons, une grossesse gémellaire? Alors, on ne conseille pas ça. Hein. Normalement, quand on parle d'après 45 ans, on est en train toujours de parler d'un don d'ovule. Alors, au moins pour un premier essai, on doit analyser, mais la grossesse gémellaire est toujours beaucoup plus risquée. Je sais qu'il y a des femmes qui disent non, mais je vais avoir 2 enfants, oui, parfait, mais un après l'autre. Parce qu'avec une grossesse gémellaire, il y a les risques d'accouchement prématuré. Un prématuré extrême, c'est un problème. Hein. Ce sont des bébés qui doivent rester à l'hôpital, hospitalisés pendant plusieurs mois. Vous pouvez avoir des complications. Alors, l'idéal, c'est d'avoir une grossesse unique. Hein. Et après 45 ans, est-ce que Barcelona IVF pratique systématiquement le diagnostic préimplantatoire? Non, ce n'est pas de manière systématique, mais c'est quelque chose qu'on offre parce que c'est disponible et c'est la patiente qui prend la décision ensemble avec les médecins. Regarde, maintenant, j'ai un couple français, d'accord, elle a 45 ans et on avait décidé, elle a accouché un enfant par FIV en France à 43 ans. Mais maintenant, elle ne peut pas refaire une fille parce qu'elle a 45 ans, elle veut absolument. Et les médecins, alors, il est au courant des pronostics. Et on avait décidé de faire, d'emblée, les stratégies, c'était de faire un diagnostic préimplantatoire, hein, parce qu'elle avait un taux de AMH qui était bon. Mais au bout, il nous restait 2 embryons en culture. Aujourd'hui, c'est J2. Hein. On va attendre jusqu'à, ça sera dimanche, samedi, pardon, les transferts à J5. Mais étant donné qu'on a seulement 2 embryons, qu'on ne peut pas faire une vraie sélection, on a décidé, par exemple, en discutant avec la patiente, de ne pas faire le diagnostic préimplantatoire. Il ne s'agit pas d'une femme qui a eu des fausses couches à répétition. Au contraire, elle a fait un transfert il y a 22 mois, parce que je crois que la petite, elle a 22 ou 18 mois, et elle est tombée enceinte. Et alors, on a décidé, bon, les risques, on doit mettre les risques sur la balance, de faire la biopsie, de peut-être, bon, on a décidé de ne pas les faire. Alors, c'est quelque chose que ce n'est pas une imposition, on parle toujours les possibilités avec les patientes. La semaine dernière, j'ai fait une femme de 44 ans, on a obtenu 5 blastocystes, et oui, alors, dans ces cas-là, étant donné qu'on devait choisir 1 ou 2 pour transférer, on a dit, bon, on va faire d'abord la sélection génétique. On a fait le diagnostic préimplantatoire et on a un de normal.
c'est mieux de savoir ça que non aller en transfert à notre pour voir si on arrive à transférer les bons. Mais si on a peu d'embryons, comme dans ces cas-là de 2 embryons, et que la femme n'a pas de fausses couches, alors il faut toujours individualiser, mais ce n'est pas quelque chose d'obligatoire. D'accord? C'est une option. Quelles informations nous sont données à propos des donneuses? Peut-on savoir le niveau d'études, les caractéristiques physiques? Les caractéristiques physiques, oui, on donne il faut toujours respecter l'anonymat, d'accord? Alors, on donne l'âge, les groupes sanguins, la taille, les poids, couleur des yeux, des peaux, des cheveux. Et parfois, ici à la clinique, on avait consulté avec notre avocat si c'était possible de donner certaines informations, surtout sur leur hobby. Hein? J'aime de la musique, j'ai joué les pianos, les violons, j'ai joué au football. Quelque chose comme ça d'informations sur leur hobby. Si la receveuse, elle nous demande, on peut donner, mais pas de quelque chose de très spécifique parce qu'on doit respecter l'anonymat. D'accord, merci. C'est bon. Comment expliquer les échecs d'implantation, spécialement avec un don d'ovocytes? Bon, parce qu'il y a ils sont très peu, hein, les femmes avec des échecs d'implantation avec les dons d'ovocytes, mais ça peut exister après. L'ovule, c'est la partie plus importante, mais après, il y a les facteurs masculins et il y a des problèmes à niveau de l'utérus qui aussi peuvent empêcher la nidation, mais ce sont des choses très spécifiques à traiter cas par cas. D'accord. Il nous reste 3 questions. On termine. On va finir, oui. Les enfants m'attendent à la maison. Quel est le délai moyen pour pouvoir trouver la donneuse qui correspond le mieux à la receveuse? Il n'y a pas une liste d'attente, on a un pool de données important. Ce qui parfois, ça peut être plus compliqué pour nous, c'est quand on parle d'asiatiques. Hein? Parce que les asiatiques, si sont asiatiques 100%, la culture des dons, même si elle habite à Barcelone, ne sont pas trop pour. Et après, les Asiatiques sont très différents. Hein? C'est comme les Noirs, ce n'est pas les mêmes. Quelqu'un du Caraïbe ou des Malgaches. Et alors, parfois, pour les phénotypes très spécifiques, ça peut être plus compliqué, mais pour des races caucasiennes, mais les yeux bleus, verts, tout ça, il n'y a pas une liste d'attente, il n'y a pas de problème. Et quel est l'âge limite qui permettant d'avoir un don d'ovocytes en Espagne? Quel est l'âge limite? Et 50 ans, c'est notre âge limite. Oui. D'accord. Et en don d'ovocytes, quel est le taux de réussite pour une femme de plus de 40 ans dans le cas où elle n'a jamais eu d'enfant et jamais fait de fausse couche? On a les mêmes taux de réussite, hein, soit une receveuse de 40 ans que de 32 ans, parce que l'important, si elle n'a pas de problème, à chaque fois qu'on injecte un blastocyste, on parle de 62% de probabilité de tomber enceinte. D'accord, merci. Et on termine simplement, c'était un commentaire d'une personne qui disait qu'on pouvait même arrêter de travailler exprès pour se donner toute la disponibilité nécessaire pour une PMA. Je pense que Stéphanie, tu pourras peut-être... Ouais, ça, je pense que c'est très personnel. Il y a des gens qui, au contraire, préfèrent travailler parce que ça leur occupe l'esprit, parce qu'il y a des gens qui préfèrent être occupés et qui tourneraient en rond chez soi. Donc ça, c'est vraiment très, très personnel. Et je pense que le plus important, c'est de s'écouter et d'écouter ses besoins, quoi. Mais oui, il y a des gens qui arrêtent de travailler et effectivement, ça peut aider. Super. Bon, on terminera avec une petite note émotionnelle au parcours. Merci beaucoup Stéphanie pour ta présentation et merci beaucoup au docteur Kolodron. Donc vous avez 2 contacts là, de référence. Pour la partie émotionnelle, vous pouvez contacter l'association She-Hawk qui propose plein de choses pour vous accompagner dans le parcours. Et puis si vous voulez discuter plutôt de votre cas sur la partie médicale, n'hésitez pas à contacter la clinique Barcelona IVF. Vous avez la possibilité d'organiser un premier rendez-vous par Skype avec le docteur Kolodron. On a aussi 2 autres gynécologues qui parlent français pour parler de votre cas et voir comment on peut vous aider
dans votre projet de bébé. Donc voilà, vous avez les deux contacts de référence. On espère que ce webinaire vous a plu, que les informations, qu'on a pu répondre à toutes vos questions. Et puis, n'hésitez pas à nous contacter quand vous voulez. On vous souhaite une très belle soirée. Oui. Et merci. Bonne soirée, merci à toutes les deux. Merci à toutes pour rester connectées. Merci beaucoup. Bonne soirée à tout le monde. Au revoir. Au revoir. Au revoir. On parle demain, Lisa. Au revoir. Au revoir, Stéphanie. Au revoir, Martha. Bonne soirée. Tu veux.